Chapitre 21. Les deux amis n'échangèrent presque pas une parole, jusqu'au moment où ils arrivèrent à la demeure de Fédote. Bazarov n'était pas satisfait de lui-même, et Arcade était mécontent de son ami. Il ressentait en outre cette tristesse sans motif qui n'est connue que des jeunes gens à leur premier début dans la vie. Le cocher ayant changé les chevaux, remonta sur le siège et demanda s'il fallait prendre à droite ou à gauche. Arcade tressaillit. Le chemin qui s'étendait à leur droite conduisait à la ville, et de là à la campagne de son père. Celui de gauche menait chez madame Odintsov. Il regarda Bazarov. « Eugène, lui dit-il, à gauche ?» Bazarov se détourna. « Quelle bêtise !» répondit-il entre ses dents. « Je sais bien que c'est une bêtise, » répondit Arcade. « Mais qu'importe, ce ne sera pas la première que nous faisons. » Bazarov abaissa la visière de sa casquette. « Fais comme tu voudras, » finit-il par lui répondre. « Prends à gauche, » cria Arcade au cocher. Le tarantasse roula du côté de Nikolskoye. Mais les deux amis, s'étant décidés à faire une bêtise, gardèrent un silence encore plus obstiné qu'auparavant. Ils paraissaient presque en colère. À la manière dont le maître d'hôtel de madame Odintsov les reçut sur l'escalier de la maison, les jeunes voyageurs reconnurent bientôt qu'ils avaient agi inconsidérément en cédant à ce caprice. On ne les attendait nullement. Il était facile de le voir. Invités à passer dans le salon, ils y demeurèrent assez longtemps, faisant triste figure. Madame Odintsov parut enfin. Elle les aborda avec son amabilité ordinaire, mais parut surprise de leur prompt retour. Elle n'était guère charmée de les revoir, à en juger par la lenteur de ses paroles et de tous ses mouvements. Ils s'empressèrent de lui apprendre que c'était en passant qu'ils étaient venus, et que dans 2 ou 3 heures ils allaient repartir pour la ville. Elle se borna à pousser une petite exclamation, chargea Arcade de saluer son père de sa part, et envoya prévenir sa tante. La princesse arriva tout endormie, ce qui ajoutait encore à l'expression habituellement méchante de sa vieille figure jaune et flétrie. Katia était indisposée et ne quittait pas sa chambre. Arcade comprit en ce moment qu'il désirait voir Katia tout autant que la maîtresse de la maison. 4 heures passèrent à causer de choses indifférentes. Madame Odintsov parlait et écoutait sans sourire. Au moment du départ seulement, son ancienne affabilité sembla se ranimer. « Vous devez me trouver bien morose, leur dit-elle, mais n'y faites pas attention, et venez me voir tous les deux, entendez-vous bien, dans quelque temps. » Bazarov et Arcade ne lui répondirent qu'en s'inclinant, remontèrent en voiture et se firent conduire directement à Marino, où ils arrivèrent sans encombre le lendemain soir. Pendant la route, ni l'un ni l'autre ne prononça le nom de madame Odintsov. Bazarov garda même presque constamment le silence et tint les yeux fixés obstinément au loin. On fut bien content de les voir à Marino. La longue absence de son fils commençait à inquiéter Kirsanov. Il poussa un cri, sauta sur son divan et se mit à agiter les pieds lorsque Fenichka, entrant dans la chambre, les yeux animés par la joie, lui annonça les jeunes seigneurs. Paul, lui-même, éprouva une agréable surprise et sourit d'un air protecteur en serrant la main aux nouveaux arrivés. On se mit à causer du voyage. Arcade était celui qui parlait le plus, surtout à souper, et le repas se prolongea bien après minuit. Kirsanov avait fait apporter plusieurs bouteilles de porter qui venaient de Moscou, et il le trouva tellement à son goût que ses joues en devinrent pourpres et qu'il ne cessait de rire, d'un rire à la fois enfantin et nerveux. Cette bonne humeur générale gagna jusqu'aux domestiques. Dunyasha ne faisait qu'aller et venir comme une folle en tirant les portes avec force derrière elle. Et Pierre s'essayait encore vainement, à 2 heures du matin, à jouer sur la guitare une valse cosaque. Les cordes de l'instrument avaient des vibrations plaintives et agréables dans le calme de la campagne et de la nuit. Mais le valet de chambre civilisé ne put jamais aller au-delà de la fioriture préliminaire. La nature lui avait refusé le talent musical comme tout autre talent. Cependant, les habitants de Marino n'étaient pas tout à fait exempts de soucis, et le pauvre Kirsanov en avait sa bonne part. La ferme lui donnait chaque jour plus d'ennuis, des ennuis misérables et mesquins. Les ouvriers embauchés causaient des embarras vraiment insupportables. Les uns exigeaient une augmentation et demandaient leur compte,
d'autres partaient après avoir reçu une avance sur leur paye. Les chevaux tombaient malades, les harnais étaient à tout instant mis hors de service. On faisait mal les travaux. Une machine à battre le blé que l'on avait fait venir de Moscou se trouva trop lourde pour être utilisée. Un blutoir fut brisé le jour même où on l'essaya. La moitié de la basse-cour brûla grâce à une vieille servante à demi aveugle qui était allée par un grand vent exorciser sa vache malade avec un charbon allumé, et cette même vieille assurait plus tard que le malheur avait eu lieu parce que le maître s'était mêlé de faire préparer des fromages et autres nouveautés du même genre. L'intendant fut pris subitement de paresse et se mit à engraisser, comme le fait tout Russe qui vient à être nourri aux frais d'un autre. Son activité se bornait à jeter une pierre à un petit cochon qui passait, ou à menacer un enfant à moitié nu dès qu'il apercevait Kirsanov. Il dormait presque tout le reste du temps. Les paysans mis à la redevance ne payaient rien et volaient du bois. Les gardiens arrêtaient souvent la nuit, et non sans rencontrer une vive résistance, des chevaux qui paissaient dans les prés de la ferme. Kirsanov avait fixé une amende pour ce délit, mais la plupart du temps les bêtes prises étaient rendues à leurs propriétaires, après avoir passé quelques jours dans les écuries du maître. Pour mettre le comble à ces tracas, les paysans commencèrent à se quereller entre eux. Des frères demandaient le partage, leurs femmes ne pouvant plus vivre sous le même toit. Des batailles avaient eu lieu à tout instant dans le village. Une foule de paysans se réunissait subitement, et comme s'ils avaient obéi à un mot d'ordre, devant le bureau de l'intendant, se rendaient de là chez le maître, la figure meurtrie de coups de poing, souvent en état d'ivresse, et demandaient à grands cris justice. Au milieu du tumulte, les lamentations aiguës et les sanglots des femmes se mêlaient aux vociférations, aux injures des hommes. Il fallait juger le différend, élever la voix jusqu'à s'enrouer, tout en sachant d'avance que ces efforts seraient inutiles. On manquait de bras pour la moisson. Un hôte Novorets du voisinage, dont les traits honnêtes inspiraient la plus grande confiance, et qui s'était engagé à fournir des travailleurs au prix de 2 roubles la déciatine, manqua à sa parole de la façon la plus scandaleuse. Les paysannes du village exigeaient une main-d'œuvre inouïe, et en attendant, les blés commençaient à s'égrener. Même tribulation pour la récolte des foins. Et comme si ces ennuis ne suffisaient point, la chambre des tutelles réclamait avec menace le paiement immédiat des intérêts échus. « Je suis à bout de force !» s'écria plus d'une fois Nicolas Petrovitch. « Impossible de corriger ces gens-là moi-même, et mes principes ne me permettent pas de recourir à la police. Pourtant, ils ne feront rien sans la crainte des châtiments. »« Du calme, lui répondait Paul Petrovitch, et tout en faisant cette recommandation, il paraissait très mécontent lui-même et se tirait la moustache. Bazarov restait étranger à ses misères, et d'ailleurs sa position dans la maison ne lui permettait guère d'agir autrement. Le lendemain de son retour à Marino, il avait repris ses recherches sur les grenouilles, sur les infusoires, sur certaines combinaisons chimiques, et était tout absorbé dans ses travaux. Quant à Arcade, il croyait de son devoir, si ce n'est de venir en aide à son père, du moins de paraître tout disposé à le faire. Il l'écoutait patiemment, et se hasarda un jour à lui donner un conseil, non point avec l'espoir de le voir adopté, mais afin de manifester sa bonne volonté. Les affaires domestiques ne lui inspiraient aucun éloignement. Il se promettait même avec plaisir de se vouer un jour à l'agronomie, mais pour le moment il avait d'autres idées en tête. À son grand étonnement, Arcade pensait continuellement à Nikolskoïe. Autrefois il aurait haussé les épaules si quelqu'un lui avait dit qu'il pourrait s'ennuyer sous le même toit que Bazarov, et sous quel toit encore? Sous le toit paternel. Mais il s'y ennuyait réellement et aurait voulu être loin. Il s'imagina de faire de longues promenades, mais cela ne lui fut d'aucun secours. Causant un jour avec son père, il apprit que celui-ci avait gardé plusieurs lettres assez intéressantes, adressées jadis à sa femme par la mère de madame Odintsov, et il fit tant d'instances pour les avoir, que Nicolas Petrovitch les retrouva, non sans peine, au milieu de ses vieux papiers, et les lui remit. Entré en possession de ces lettres à demi effacées, il se sentit plus calme, comme s'il eût trouvé enfin le but vers lequel il devait tendre. « Je vous le dis à tous les deux », a-t-elle ajouté d'elle-même. Cette pensée ne lui sortait pas de la tête. « J'irai,
J'irai, oui, le diable m'emporte. Mais il se rappelait la dernière visite à Nikolskoye, la froideur de la réception, et sa timidité reprenait le dessus. Cependant, le qui sait de la jeunesse, le secret désir de mettre la fortune à l'épreuve, d'essayer ses forces sans témoin, sans aucun patronage, finit par l'emporter. 10 jours ne s'étaient pas encore passés depuis le retour des jeunes gens à Marino, que sous le prétexte d'étudier l'organisation des écoles du dimanche, il partait de nouveau pour la ville et de là pour Nikolskoye. Pressant continuellement le cocher d'aller plus vite, il semblait un jeune officier courant au combat. La joie, la peur et l'impatience se partageaient son cœur. Avant tout, il ne faut pas réfléchir, se répétait-il sans cesse. Le cocher qui le conduisait était un paysan déluré qui s'arrêtait devant tous les cabarets et demandait « Est-ce qu'on ne tue pas le ver ?» Mais le ver tué, il remontait sur son siège et ne ménageait pas ses chevaux. Le toit élevé de la maison bien connue se montra enfin aux yeux d'Arcade. « Qu'est-ce que je fais là ?» se dit-il tout à coup, mais il n'y avait plus moyen de retourner. Les chevaux étaient lancés. Le cocher criait et sifflait pour soutenir leur ardeur. Déjà le petit pont de bois a retenti sous les fers de chevaux et sous les roues. Voici la longue allée de pins taillés en mur. Une robe rose se détache au milieu du sombre feuillage. Une jeune figure se montre sous la frange légère d'une ombrelle. Arcade a reconnu Katia, et elle l'a reconnu aussi. Il donne ordre au cocher d'arrêter les chevaux qui galopaient toujours, saute à terre et court à elle. « C'est vous » s'écria Katia, et elle rougit lentement. « Allons trouver ma sœur. Elle est là dans le jardin. Il lui sera très agréable de vous revoir. » Katia conduisit Arcade dans le jardin. La manière dont il l'avait rencontrée lui paraissait de bon augure. Il la retrouvait avec autant de joie que si elle avait été une de ses proches parentes. Tout était pour le mieux. Point de maître d'hôtel au geste solennel, point d'attente dans le salon. Il aperçut Madame Odinsoff au bout d'une allée. Elle lui tournait le dos et se retourna doucement au bruit de leurs pas. Arcade fut sur le point de perdre de nouveau contenance, mais les premières paroles qu'elle prononça le rassurèrent complètement. « Bonjour, fuyard » dit-elle de sa voix égale et caressante, et elle s'avança vers lui en souriant et en clignant les yeux à cause du vent et du soleil. « Où l'as-tu trouvé, Katia ?»« Je vous apporte, commença Arcade, une chose à laquelle vous ne vous attendez guère. »« Vous vous êtes apporté vous-même, voilà l'essentiel. » Chapitre 22. Après avoir conduit Arcade jusqu'à sa voiture, avec des regrets ironiques et certains mots qui donnaient à entendre qu'il devinait le véritable but de son voyage, Bazarov se mit à vivre tout à fait à l'écart. Il semblait en proie à une fièvre de travail. Il ne se disputait plus avec Paul, celui-ci prenant des airs par trop aristocratiques dans ces circonstances, et s'exprimant moins par des paroles que par des sons. Une fois seulement, Paul s'était lancé dans une discussion avec le nihiliste à propos des droits de la noblesse des provinces de la Baltique, qui étaient à l'ordre du jour dans ce temps-là. Mais il s'arrêta tout à coup et dit avec une froide politesse « Au reste, nous ne nous entendrons jamais. Moi, du moins, je n'ai pas l'honneur de vous comprendre. »« Je n'en doute pas, » s'écria Bazarov. « L'homme peut tout comprendre, les ondulations de l'éther et les changements qui s'opèrent au soleil, mais il ne comprendra jamais qu'on puisse se moucher autrement qu'il ne le fait. »« Vous trouvez cela spirituel ?» reprit Paul, et il alla se placer à l'autre extrémité de la chambre. Cependant, il lui arriva de demander à Bazarov la permission d'assister à ses expériences. Paul approcha même une fois du microscope son visage lavé et parfumé avec les plus rares essences. Il s'agissait de voir un infusoire transparent avaler un atome verdâtre qu'il tournait et retournait avec des appendices fixés dans sa gorge. Nicolas Petrovitch visitait beaucoup plus souvent que son frère la chambre de Bazarov. Il serait venu tous les jours y prendre sa leçon, comme il disait, si les affaires domestiques ne l'avaient appelé ailleurs. Il ne gênait en rien le jeune naturaliste. Il s'asseyait dans un coin de la chambre, suivait attentivement ses expériences, et ne se permettait que rarement de lui adresser une question discrète. Pendant le dîner et le souper, il cherchait à amener la conversation sur la physique, la géologie ou la chimie, tous les autres sujets, même les questions d'agronomie, sans parler bien entendu des affaires politiques,
pouvant faire naître sinon des disputes, du moins des discussions désagréables. Kirsanov se doutait bien que l'aversion de son frère pour Bazarov n'avait point diminué. Une circonstance, peu importante d'ailleurs, vint le confirmer dans cette opinion. Le choléra commençait à se montrer dans les environs, et il avait même enlevé 2 habitants de Marino. Paul en fut assez gravement atteint une nuit. Il souffrit jusqu'au matin, sans recourir à la science de Bazarov. Lorsqu'il le vit le lendemain, et que celui-ci lui demanda pourquoi il ne l'avait pas fait appeler, il lui répondit, tout pâle encore, mais cependant peigné et rasé avec soin, « Il me semble vous avoir entendu dire que vous ne croyez pas à la médecine. » Tout cela n'empêchait point Bazarov de poursuivre sans relâche ses travaux solitaires. Il y avait pourtant dans la maison une personne à laquelle il ne s'ouvrait pas entièrement, il est vrai, mais dont la société lui plaisait. Cette personne était Fenitchka. Il la rencontrait ordinairement le matin de bonne heure dans le jardin ou dans la cour, il n'entrait jamais dans sa chambre, et elle ne s'approcha qu'une seule fois de sa porte pour lui demander si elle ferait bien de baigner Mitya. Et pourtant, loin de le craindre, elle avait en lui une entière confiance, et se sentait en sa présence plus libre et plus hardi que devant Nicolas Petrovitch lui-même. Il serait assez difficile d'en dire la raison. Peut-être cela tenait-il à ce qu'elle comprenait instinctivement qu'il n'y avait chez Bazarov absolument rien du gentilhomme, du barine, rien de cette espèce de supériorité qui attire et effraie tout à la fois. Il était à ses yeux un excellent docteur et un honnête homme. Sa présence ne l'empêchait point de s'occuper de son enfant, et un jour qu'elle se sentit prise subitement d'un étourdissement et d'un mal de tête, elle accepta de sa main une cuillerée de médecine. Devant Nicolas Petrovitch, elle se montrait moins familière avec Bazarov, nullement par calcul, mais par je ne sais quel sentiment de convenance. Paul lui inspirait plus que jamais de la crainte. Il semblait épier sa conduite depuis quelque temps, et survenait tout à coup, comme s'il fût sorti de dessous terre, derrière le dos de Fenitchka, dans son costume anglais, avec sa figure immobile, son regard pénétrant et les mains dans ses poches. « Il vous donne le frisson, » disait Fenitchka à Dunyasha, et celle-ci répondait par un soupir que lui arrachait le souvenir d'un autre insensible. C'était Bazarov, qui, sans le savoir, était devenu le cruel tyran de son âme. Si Bazarov plaisait à Fenitchka, ce sentiment était payé de retour. En causant avec la jeune fille, la figure de Bazarov prenait une expression nouvelle. Elle devenait plus sereine, presque douce, et en même temps une sorte de prévenance moqueuse se mêlait à sa nonchalance ordinaire. Fenitchka embellissait de jour en jour. Il vient une époque pour les jeunes femmes où elles commencent subitement à se développer et à fleurir comme les roses d'été. Ce temps était venu pour Fenitchka. Tout l'y disposait, même les chaleurs du mois de juillet dans lequel on venait d'entrer. Vêtue d'une légère robe blanche, elle semblait encore plus blanche et plus légère elle-même. Le soleil ne la halait pas, et la chaleur dont il était impossible de se garantir rougissait légèrement ses joues et ses oreilles, répandait sur tout son être une douce paresse, et donnant à ses jolis yeux la langueur d'un demi-sommeil, ajoutait comme une tendresse involontaire à ses regards. Elle ne pouvait presque point travailler, ses mains glissaient pour ainsi dire de ses genoux. À peine se sentait-elle en état de marcher, et ne cessait de se plaindre avec un affaissement comique. « Tu devrais te baigner plus souvent, » lui disait Kirsanov. Il avait fait construire une grande tente à cet usage sur un des étangs qui n'était pas encore tout à fait desséché. « Oh, Nicolas Petrovitch, mais avant d'arriver à l'étang, je serais morte, ou je mourrais en revenant. Vous savez bien qu'il n'y a pas d'ombre dans le jardin. »« C'est vrai, » répondait Kirsanov en se frottant le front. Un matin, il était près de 7 heures, Bazarov, qui revenait de la promenade, trouva Fenitchka dans le bosquet de seringas, depuis longtemps défleuri, mais encore frais et vert. Elle était assise sur le banc, la tête couverte d'un mouchoir blanc. À ses côtés se trouvait un tas de roses blanches et rouges, toutes couvertes de rosée. Il lui souhaita le bonjour. « Ah, Eugène Vassilitch !» lui dit-elle en levant un peu le coin du mouchoir pour le regarder, et dans ce mouvement son bras se découvrit jusqu'au coude. « Que faites-vous là ?» répondit Bazarov en s'asseyant auprès d'elle. « Des bouquets ?»« Oui, pour mettre sur la table lorsqu'on déjeunera.
Nicolas Petrovitch aime beaucoup cela. Mais on ne déjeunera pas de sitôt. Quelle quantité de fleurs! Je viens de les cueillir avant que la chaleur ne m'empêche de sortir. On ne peut respirer qu'à cette heure-ci. Je n'en peux plus de la chaleur. Je crains d'en tomber malade. Quelle idée! Donnez-moi le bras, que je vous tâte un peu le pouls. Bazarov lui prit la main, plaça le doigt sur l'artère fine et bien cachée sous une peau douce et moite, et ne se donna pas même la peine d'en compter les calmes pulsations. « Vous vivrez 100 ans, dit-il en lâchant sa main. « Ah, Dieu m'en préserve, s'écria-t-elle. « Pourquoi? Vous ne vous souciez donc pas de vivre longtemps? 100 ans. Ma grand-mère a vécu jusqu'à 80 ans, et c'était un vrai martyr. Toute noire, sourde, contrefaite, toujours toussant, vraiment à charge à elle-même. Est-ce vivre, cela? Il vaut donc mieux être jeune? Je le crois bien. Et pourquoi? Dites-moi ça. Comment? Mais me voilà, par exemple. Je suis encore jeune, et je peux tout faire. Je vais, je viens, je me sers, et n'ai besoin de personne. Que faut-il de plus? Quant à moi, que je sois jeune ou vieux, peu m'importe, cela m'est égal. Comment pouvez-vous dire que cela vous est égal? Il est impossible que vous le pensiez. Je vous en fais juge, Fédosia Nikolaïevna. À quoi me sert la jeunesse? Je vis seul, en vrai orphelin. Cela dépend de vous. C'est ce qui vous trompe. Personne ne veut s'apitoyer sur moi. Fenitchka le regarda à la dérobée, mais ne lui répondit pas. « Quel livre avez-vous là » lui demanda-t-elle quelques instants après. « C'est un ouvrage savant, difficile à comprendre. »« Vous étudiez toujours. Cela ne vous ennuie donc pas? Vous devriez pourtant tout savoir déjà, il me semble. »« Il paraît que non. Essayez donc de lire un peu dans ce livre. »« Mais je n'y comprendrai rien. Est-ce du russe ?» demanda Fenitchka en prenant de ses deux mains le volume à épaisse reliure que tenait Bazarov. « Comme il est gros !»« C'est bien du russe. Peu importe, je n'y comprendrai rien. »« Je le sais bien, mais je voudrais vous voir lire. Quand vous lisez, le bout de votre nez remue très gentiment. » Fenitchka, qui essayait de déchiffrer à voix basse un paragraphe traitant de la créosote, se mit à rire et repoussa le livre qui glissa par terre. « J'aime aussi votre rire, » reprit Bazarov. « Finissez donc. J'aime à vous entendre parler. On dirait le murmure d'un petit ruisseau. » Fenitchka détourna la tête. « Comme vous êtes drôle, dit-elle en promenant ses doigts sur les fleurs. Pourquoi m'écouteriez-vous? Vous avez dû causer avec des dames si instruites. »« Ah, Fédosia Nikolaïevna, croyez-moi, toutes les dames instruites de la terre ne valent pas seulement votre coude. »« Vous ne savez qu'inventer, dit Fenitchka à voix basse, et en se serrant les bras contre le corps. Bazarov releva le livre. « C'est un livre de médecine, dit-il. Pourquoi l'avez-vous jeté par terre? »« Un livre de médecine, répéta Fenitchka en se tournant vers lui. Vous rappelez-vous que vous m'avez donné des gouttes? Eh bien, depuis ce temps-là, Mitya dort comme un charme. Combien je vous suis reconnaissante. Vous êtes si bon, vrai. À la rigueur, tout médecin doit être payé, reprit Bazarov en souriant. Les médecins, vous devez le savoir, sont des gens intéressés. Fenitchka regarda Bazarov. Le reflet blanchâtre qui éclairait le haut de sa figure donnait à ses yeux une teinte encore plus foncée. Elle ne savait s'il parlait sérieusement ou s'il plaisantait. « Avec plaisir, lui répondit-elle, mais il faudrait en parler à Nicolas Petrovitch. »« Vous croyez donc que je veux de l'argent » reprit Bazarov. « Non, ce n'est pas de l'argent que je vous demande. »« Quoi donc ?»« Quoi ?» répéta Bazarov. « Devinez. »« Est-ce que je sais ? Dans ce cas, je vais vous le dire. Je voudrais avoir une de ces roses. » Fenitchka se mit à rire de nouveau et frappa même des mains tant la demande de Bazarov lui parut singulière. Elle se sentait très flattée en même temps. Bazarov la regardait fixement. « Volontiers, dit-elle enfin, et se penchant sur le banc, elle se mit à choisir une rose. « Est-ce une rouge ou une blanche que vous voulez ? » ?»« Une rouge, et pas trop grande. » Fenitchka se redressa. « Tenez, lui dit-elle,
Mais elle retira aussitôt la main qu'elle venait de tendre, se mordit les lèvres, jeta les yeux du côté de l'entrée du bosquet et prêta l'oreille. « Qu'avez-vous » demanda Bazarov. « Est-ce Nicolas Petrovitch ?»« Non, il est dans les champs. Et d'ailleurs, je ne le crains pas. Mais Paul Petrovitch, je croyais... »« Comment? Pourquoi craignez-vous Paul Petrovitch ?»« Il me fait peur. Ce n'est pas qu'il me parle, non, mais il me regarde d'un air si singulier. Au reste, vous ne l'aimez pas non plus. Je me rappelle que dans le temps, vous vous disputiez toujours avec lui. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais je comprenais que vous le retourniez joliment, comme ça, comme ça. » Fenitchka montra avec les mains comment, suivant elle, Bazarov retournait Paul Petrovitch. Bazarov sourit. « Et s'il avait eu l'air de l'emporter sur moi, lui, dit-il, vous auriez pris ma défense ? » ?»« Est-ce que je pourrais vous défendre ? Mais on ne vient pas à bout de vous si facilement que ça. Vous croyez ? Eh bien, moi, je connais une main qui pourrait me renverser d'un doigt. Quelle est cette main ? Comme si vous ne le saviez pas. Sentez la rose que vous m'avez donnée. Elle sent bien bon. » Fenitchka tendit le cou et approcha sa figure de la fleur. Le mouchoir glissa de sa tête sur son épaule et laissa à découvert une épaisse chevelure noire, brillante et un peu en désordre. « Attendez, je veux la sentir avec vous, » dit Bazarov, et se baissant, il baisa avec force les lèvres entr'ouvertes de la jeune fille. Elle tressaillit et appuya ses deux mains contre la poitrine de Bazarov. Mais elle les appuya faiblement, et il put lui donner un second baiser. Une toux sèche se fit entendre derrière le feuillage. Fenitchka se jeta précipitamment à l'autre extrémité du banc. Paul se montra, fit un léger salut, dit lentement, mais avec une expression de tristesse amère, « Vous êtes ici ?» et s'éloigna. Fenitchka ramassa aussitôt ses roses et sortit du bosquet. « C'est bien mal à vous, Eugène Vassilitch, » murmura-t-elle à voix basse, en s'éloignant. Bazarov se rappela une scène du même genre et encore récente. Ce souvenir réveilla dans son cœur une sorte de honte et presque du mépris pour lui-même. Mais il secoua aussitôt la tête, se félicita ironiquement de marcher sur les traces de Céladon et regagna sa chambre. Quant à Paul, il sortit du jardin et se dirigea à pas lents du côté des bois. Il fut absent assez longtemps, et lorsqu'il revint pour le déjeuner, Kirsanov lui demanda avec inquiétude s'il se portait bien, tant sa figure s'était assombrie. « Tu sais que je suis sujet à des épanchements de bile, » lui répondit tranquillement Paul. Chapitre 23. 2 heures après, il frappa à la porte de Bazarov. « Pardonnez-moi de vous déranger dans vos savantes occupations, lui dit-il, en s'asseyant sur une chaise près de la fenêtre et en s'appuyant avec les deux mains sur une canne élégante à pomme d'ivoire. Il sortait ordinairement sans canne. « Mais je suis forcé de vous demander de m'accorder 5 minutes de votre temps. Pas davantage. »« Tout mon temps est à votre service, » répondit Bazarov, qui sentit une légère contraction courir sur sa figure dès que Paul eut franchi le seuil de la porte. « 5 minutes me suffiront. Je suis venu vous adresser une question. »« Une question ? Et laquelle ? » ?»« Veuillez m'écouter. Au commencement de votre séjour ici, lorsque je ne me privais point encore du plaisir de causer avec vous, il m'a été donné de connaître votre opinion sur beaucoup de sujets. Mais, autant qu'il m'en souvient, vous n'avez jamais dit en ma présence ce que vous pensiez du duel en général. Permettez-moi de vous le demander. » Bazarov, qui s'était levé pour aller à la rencontre de Paul, s'assit sur le bord de la table et se croisa les bras. « Voici mon opinion, dit-il. Le duel, au point de vue théorique, est une absurdité, mais il n'en est pas de même dans la pratique. Vous voulez dire, si je vous comprends bien, que laissant de côté votre opinion théorique sur le duel, vous ne permettriez pas, dans la pratique, qu'on vous insultât sans en demander satisfaction. Vous avez parfaitement saisi ma pensée. C'est fort bien. Je suis charmé de savoir que telle est votre manière de voir. Cela met fin à mon ignorance. À votre incertitude, voulez-vous dire. Peu importe, monsieur. Je tiens uniquement à me faire comprendre. Je ne suis pas un rat de séminaire. Vos paroles me dispensent de certaines obligations assez tristes. Je suis décidé à me battre avec vous. » Bazarov écarquilla les yeux. « Avec moi ? » « Oui,
Avec vous en personne. Et à quel propos? Je n'y comprends rien. Je pourrais vous l'expliquer, reprit Paul, mais j'aime mieux ne pas le faire. Je trouve que vous êtes de trop ici. Je ne peux pas vous souffrir, je vous méprise, et si cela ne vous paraît pas suffisant... Les yeux de Paul étincelaient de colère. Ceux de Bazarov brillèrent aussi subitement. « Très bien, dit-il, toute autre explication est superflue. Il vous a pris fantaisie d'exercer sur moi votre ardeur chevaleresque. J'aurais pu me refuser à vous procurer ce plaisir, mais qu'à cela ne tienne. »« Je vous suis fort obligé, répondit Paul. Je peux donc espérer que vous accepterez mon défi sans m'obliger à recourir à des mesures coercitives. Ce qui veut dire, toute métaphore à part, à cette canne, répondit froidement Bazarov. Vous avez parfaitement raison. Vous pouvez vous dispenser de m'insulter. D'autant mieux que cela ne serait pas absolument sans danger pour vous. Continuez à vous conduire en gentleman. C'est en gentleman que de mon côté j'accepterai votre défi. Bien, reprit Paul, et il posa sa canne dans un coin de la chambre. Il nous reste à régler les conditions de notre rencontre. Mais je voudrais savoir auparavant s'il vous paraît nécessaire de simuler une querelle qui pourrait servir de prétexte à l'affaire. Non, cela me semble tout à fait inutile. C'est aussi mon avis. Je pense également qu'il est inutile d'approfondir les véritables motifs de notre différend. Nous ne pouvons pas nous souffrir. Que faut-il de plus? Que faut-il de plus, en effet? Répéta ironiquement Bazarov. Quant aux conditions de notre affaire, comme nous n'aurons pas de témoins, car où les prendrions-nous? Effectivement, où les prendrions-nous? J'aurai l'honneur de vous faire la proposition suivante. Nous nous battrons demain, à 6 heures par exemple, derrière la forêt, au pistolet. La distance sera de 10 pas. De 10 pas, soit. Nous nous détestons assez pour nous battre à cette distance. De 8 pas, si vous le voulez. Pourquoi pas? Volontiers. On tirera 2 coups, et pour plus de sûreté, chacun de nous aura dans sa poche une lettre où il se déclarera l'auteur de sa mort. Cette dernière clause ne me paraît pas nécessaire, reprit Bazarov. Cela paraîtrait invraisemblable. Nous tomberions un peu dans le roman français. Peut-être bien, mais vous conviendrez pourtant qu'il est désagréable de passer pour un meurtrier. Sans doute, mais il y a moyen de se préserver de cette pénible imputation. Nous n'aurons pas de témoins proprement dit, mais rien n'empêche que quelqu'un assiste au combat. Qui choisirez-vous pour cela? Permettez-moi de vous le demander. Mais Pierre, par exemple. Quel Pierre? Le valet de chambre de votre frère. C'est un homme tout à fait à la hauteur de la civilisation contemporaine, et qui remplira son rôle très certainement avec le comme il faut nécessaire en pareil cas. Je crois que vous plaisantez, mon cher monsieur. Nullement, monsieur. Réfléchissez à ma proposition, et vous reconnaîtrez qu'elle est pleine de bon sens et fort naturelle. Une haleine ne peut pas se cacher dans un sac, et puis je me charge de préparer Pierre à la circonstance et de l'amener sur le champ de bataille. Vous continuez à plaisanter, dit Paul en se levant. Mais, après l'aimable empressement que vous venez de montrer, je n'ai pas le droit de le prendre en mauvaise part. Ainsi donc, tout est convenu. Avez-vous des pistolets? À quel propos en aurais-je, Paul Petrovitch? Je ne suis pas un guerrier. En ce cas, je vous offre les miens. Il y a plus de 5 ans que je ne m'en suis servi, et vous pouvez me croire sur parole. Cette assertion est de nature à me tranquilliser. Paul alla prendre sa canne. Maintenant, mon cher monsieur, continua-t-il, je n'ai plus qu'à vous réitérer mes remerciements et à vous laisser à vos occupations. J'ai l'honneur de vous saluer. Au plaisir de vous revoir, monsieur, répondit Bazarov en reconduisant son hôte. Paul sortit, et Bazarov, qui s'était arrêté devant la porte, s'écria « Que le diable m'emporte! C'est fort beau, mais c'est fort bête. Quelle farce nous avons jouée là! Les chiens savants qui dansent sur leurs pattes de derrière ne font pas mieux. Impossible de m'y refuser. Il m'aurait frappé, et alors... » Bazarov pâlit à cette pensée. Elle souleva toute sa fierté. Je n'aurais eu d'autre ressource que de l'étrangler comme un poulet. Il retourna à son microscope, mais son cœur était ému, et la tranquillité indispensable pour les observations qu'il faisait avait disparu. Il nous a vus aujourd'hui, se dit-il.
Mais est-il possible qu'il ait pris ainsi la chose à cœur pour son frère? D'ailleurs, un baiser, la belle affaire. Il y a quelque chose là-dessous. Serait-il amoureux lui-même? Cela doit être. J'en mettrai ma main au feu. Quel gâchis que tout cela! Vilaine affaire, se dit-il encore après réflexion. Vilaine affaire. D'abord, il faudra payer sa personne et peut-être prendre la fuite. Puis, Arcade, et cette bête du bon Dieu de Nicolas Petrovitch. Vilaine affaire. La journée se passa encore plus paisiblement que d'habitude. On eût dit que Fenitchka avait disparu de ce monde. Elle se tenait dans sa chambre comme une souris dans son trou. Kirsanov avait l'air soucieux. Il venait d'apprendre que la Nielle commençait à gagner son froment, sur lequel il fondait de grandes espérances. Paul pesait sur tout le monde par sa politesse glaciale, même sur Prokofitch. Bazarov commença une lettre pour son père, mais il la déchira et la jeta sous la table. « Si je meurs, pensa-t-il, ils le sauront, mais je ne mourrai pas. Oui, je traînerai encore longtemps sur cette terre. » Il donna ordre à Pierre de venir le trouver le lendemain à l'aube du jour pour une affaire importante. Pierre se figura qu'il voulait l'emmener à Pétersbourg. Bazarov se coucha tard et des rêves bizarres le tourmentèrent toute la nuit. Madame Odintsov tournait devant ses yeux. Elle était en même temps sa mère. Un petit chat à moustache noire la suivait, et ce petit chat était Fenitchka. Il voyait Paul sous la forme d'un grand bois, et n'en était pas moins tenu à se battre contre lui. Pierre le réveilla à 4 heures du matin. Il s'habilla et sortit immédiatement avec lui. La matinée était magnifique et plus fraîche que les jours précédents. De petits nuages bigarrés couraient en flocons sur l'azur pâle du ciel. Une rosée fine couvrait les feuilles des arbres, les toiles d'araignée étincelaient comme de l'argent sur les herbes. Le sol humide et foncé semblait encore garder quelques traces des premières rougeurs du jour. Le chant des alouettes descendait de tous les points du ciel. Bazarov s'avança jusqu'au bois, s'assit à l'ombre et apprit à Pierre le service que l'on attendait de lui. Le laquais civilisé fut pris d'une mortelle épouvante, mais Bazarov le tranquillisa en l'assurant qu'il n'aurait autre chose à faire que de rester à regarder dans l'éloignement sans encourir la moindre responsabilité. En attendant, ajouta-t-il, considère le rôle important que tu vas remplir. Pierre agita les bras, baissa la tête et s'appuya, la figure toute verte de peur, contre un arbre. La route qui conduisait à Marino suivait un petit bois. La poussière légère dont elle était recouverte n'avait point été dérangée depuis la veille, ni par une roue, ni par un pied quelconque. Bazarov jetait involontairement les yeux du côté de la route, cueillait et mâchait quelques brins d'herbe, et se répétait continuellement « Quelle sottise !» La fraîcheur de la matinée le fit frissonner 2 ou 3 fois. Pierre le regarda d'un air morne, mais Bazarov se contenta de sourire. Il n'avait pas la moindre peur. Des pas de chevaux retentirent sur la route. Un paysan se montra bientôt après. Il venait du village et chassait devant lui 2 chevaux qui avaient des entraves aux pieds. En passant devant Bazarov, il le regarda d'une façon étrange, sans toucher à son bonnet, ce qui parut à Pierre un mauvais présage et l'émut visiblement. Cet homme-là, pensa Bazarov, s'est aussi levé de bonne heure, mais du moins il va faire quelque chose d'utile, tandis que nous... « Je crois apercevoir monsieur », dit tout à coup Pierre à basse voix. Bazarov leva la tête et distingua Paul, qui s'avançait rapidement sur la route, vêtu d'une veste de couleur et d'un pantalon blanc comme neige. Il tenait sous le bras une boîte dans un étui vert. « Excusez-moi, je crains de vous avoir fait attendre, » dit-il en saluant d'abord Bazarov et ensuite Pierre, qu'il considérait en ce moment comme une sorte de second. « Je n'ai pas voulu éveiller mon valet de chambre. »« Ce n'est rien, » répondit Bazarov, « nous ne faisons que d'arriver. »« Ah, tant mieux. » Paul jeta les yeux autour de lui. « Personne ne nous voit, nous ne serons pas dérangés. »« Commençons-nous ? » ?»« Volontiers. »« Je suppose que vous ne souhaitez point d'autres explications. » »« Pas le moins du monde. »« Voulez-vous prendre la peine de les charger ?» dit Paul en tirant les pistolets de la boîte. « Non, chargez vous-même. Je vais mesurer la distance. J'ai les jambes plus longues, » ajouta Bazarov avec un sourire malicieux. « 1, 2, 3. Eugène Vassilievitch, dit Pierre avec effort, il tremblait comme dans un accès de fièvre. Faites comme vous voudrez,
mais je vais me retirer un peu. 4, 5, retire-toi, mon brave, retire-toi. Tu peux même te placer derrière un arbre et te bouger les oreilles, mais ne ferme pas les yeux. Si l'un de nous tombe, cours, vole, empresse-toi de le relever. 6, 7, 8. Bazarov s'arrêta. Assez, dit-il en se tournant vers Paul, ou encore 2 petits pas. Comme vous voudrez, répondit Paul en forçant la seconde balle. Allons, 2 pas de plus. Bazarov traça une ligne sur le terrain avec le bout de sa botte. Voici la barrière. À propos, nous n'avons pas réglé la distance à laquelle nous nous placerons de la barrière. C'est aussi important. Nous n'avons pas débattu hier cette grave question. À 10 pas, je suppose, répondit Paul en présentant les 2 pistolets. Faites-moi le plaisir de choisir. Je vous ferai ce plaisir, mais convenez que notre duel est étrange jusqu'au ridicule. Voyez un peu la physionomie de notre second. Vous continuez à plaisanter, répondit Paul. Je ne nie pas que notre rencontre ne soit assez bizarre, mais je crois devoir vous prévenir que je compte me battre sérieusement. À bon entendeur, salut. Oh, je ne doute pas que nous ne soyons décidés à nous exterminer. Mais pourquoi ne pas rire un peu et ne pas joindre utile dulci? Vous voyez que si vous me parlez français, je sais vous répondre en latin. Je me battrai sérieusement, répéta Paul en se plaçant. Bazarov compta également 10 pas et s'arrêta. Êtes-vous prêt? Demanda Paul. Oui. Marchons. Bazarov s'avança lentement et Paul en fit autant. Il tenait la main gauche dans sa poche et levait peu à peu le canon de son pistolet. Il me vise droit au nez, se dit Bazarov, et comme il cligne de l'œil pour assurer son coup, le brigand. La sensation n'est pas agréable, il faut en convenir. Je vais regarder sa chaîne de montre. Quelque chose passa en sifflant tout près de l'oreille de Bazarov, et au même instant une détonation retentit. Je l'ai entendu, donc je n'ai rien, eut-il le temps de penser. Il avança encore d'un pas et pressa la détente sans viser. Paul fit un léger mouvement et porta la main à sa jambe. Un filet de sang colora son pantalon blanc. Bazarov jeta son pistolet et courut à lui. « Vous êtes blessé ?» lui dit-il. « Vous aviez le droit de me faire avancer jusqu'à la barrière, » répondit Paul. « La blessure est insignifiante. Suivant nos conventions, chacun de nous a encore un coup à tirer. »« Quant à cela, vous me permettrez de remettre la partie à une autre fois, » répondit Bazarov, et il saisit à bras-le-corps Paul qui commençait à pâlir. « Je ne suis plus un duelliste dans ce moment, mais un docteur. Et avant tout, il faut que j'examine votre blessure. Pierre, arrive ici, Pierre. Où t'es-tu fourré? »« Ce n'est absolument rien. Je n'ai besoin du secours de personne, » répondit Paul en parlant avec peine. « Il faut... » Encore une fois, il voulut se prendre la moustache, mais son bras retomba, ses yeux se renversèrent, et il s'évanouit. « Voilà qui est un peu fort. Il a perdu connaissance. »« Pour si peu !» s'écria involontairement Bazarov en couchant Paul sur l'herbe. « Voyons un peu ce qu'il a. » Il tira son mouchoir, étancha le sang, palpa les bords de la plaie. « L'os est intact, dit-il entre ses dents. La balle a traversé à peu de profondeur et n'a entamé qu'un seul muscle, le vastus externus. Dans 3 semaines, il pourra danser si bon lui semble. C'est bien la peine de s'évanouir. Ah, ces hommes nerveux n'en font pas d'autres. Comme sa peau est fine. « Monsieur a-t-il tué ?» demanda derrière son dos Pierre d'une voix frémissante. Bazarov se retourna. « Va me chercher de l'eau, camarade, et ne crains rien. Il vivra plus longtemps que toi et moi. » Mais le serviteur perfectionné ne paraissait point comprendre ce qu'on lui disait et restait immobile. Cependant Paul ouvrit peu à peu les yeux. « Il rend son âme à Dieu, » reprit Pierre en se signant. « Vous avez raison, quelle ridicule physionomie, » dit avec un sourire de commande le gentleman blessé. « Va donc chercher de l'eau, imbécile » cria Bazarov. « C'est inutile. Le vertige s'est complètement dissipé. Aidez-moi à m'asseoir, comme ça. Il suffit de bander cette égratignure avec n'importe quoi, et je reviendrai à la maison à pied. On pourrait aussi m'envoyer un drochki. Nous en resterons là si vous voulez. Vous vous êtes conduit en homme d'honneur, aujourd'hui, notez-le bien. » « Il est inutile de rappeler le passé, » répondit Bazarov. « Et quant à l'avenir,
Ne vous en embarrassez pas non plus, car je compte détaler d'ici au plus vite. Maintenant, laissez-moi vous bander la jambe, votre blessure est légère, mais il vaut mieux arrêter le sang. Avant tout, il faut que je rappelle ce mortel-là au sentiment de l'existence. » Bazarov saisit Pierre au collet, le secoua rudement et l'envoya chercher un drochki. « Ne va pas effrayer mon frère, lui dit Paul, ne t'avise pas de lui rien rapporter. » Pierre s'éloigna rapidement, et tandis qu'il courait chercher le drochki, les deux adversaires restaient assis l'un à côté de l'autre sans parler. Paul évitait de regarder Bazarov. Il n'avait aucune envie de se raccommoder avec lui, il se reprochait son emportement, sa maladresse, toute sa conduite dans cette affaire, quoiqu'il sentît fort bien qu'elle s'était terminée de la façon la plus heureuse possible. Il nous débarrassera du moins de sa présence, se disait-il pour se consoler. C'est toujours cela de gagner. Le silence que les deux adversaires continuaient à observer était pénible et embarrassant. Chacun d'eux avait la certitude que l'autre le comprenait parfaitement. Cette certitude est agréable à des amis, mais elle est très désagréable à des ennemis, surtout lorsqu'ils ne peuvent ni s'expliquer ni se séparer. « N'ai-je pas bandé votre pied trop fort » demanda enfin Bazarov. « Non, ce n'est rien. Tout est parfait, répondit Paul. Et peu d'instants après, il ajouta « Il n'y aura pas de possibilité de tromper mon frère. Je lui conterai que nous avons eu une dispute à propos d'une question politique. »« Fort bien, reprit Bazarov. Vous pouvez dire que j'ai attaqué en votre présence tous les anglomanes. »« C'est cela. À propos, que croyez-vous que pense de nous cet homme ?» continua Paul en désignant de la main le même paysan qui, peu d'instants avant le duel, avait passé devant Bazarov en chassant ses chevaux, et qui, cette fois, ayant aperçu des maîtres, se découvrit et s'écarta de la route. « Qui le sait ?» répondit Bazarov. « Probablement à rien. Le paysan russe est précisément ce mystérieux inconnu dont il est tant parlé dans les romans d'Anne Radcliffe. Qui le connaît? Il ne se connaît pas lui-même. »« Ah, vous croyez ?» reprit Paul, mais il s'écria tout à coup. « Voyez un peu la bêtise de votre Pierre. Voici mon frère lui-même qui arrive. » Bazarov se retourna et aperçut la figure pâle de Kirsanov assis dans le drochki. Sautant à terre avant que le cocher arrêtât, il courut vers son frère. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il d'une voix émue. « Eugène Vassilievitch, comment est-ce possible ?»« Ce n'est rien, répondit Paul. On a eu tort de te déranger. Nous avons cédé à un mouvement de vivacité, M. Bazarov et moi. J'en ai été un peu puni, voilà tout. »« Mais à quel propos, grand Dieu ?» ?»« Comment expliquer cela ? M. Bazarov s'est exprimé en ma présence d'une manière inconvenante sur le compte de Sir Robert Peel. Mais je me hâte d'ajouter que dans tout cela je suis le seul coupable, et que M. Bazarov s'est conduit fort honorablement. C'est moi qui l'ai provoqué. Je vois du sang. Pensais-tu donc que j'avais de l'eau dans les veines ? Je t'assure que cette petite saignée me fera du bien. N'est-ce pas, docteur ? Aide-moi à monter en drochki et ne t'abandonne pas à la mélancolie. Demain, je serai bien portant. C'est cela, je suis à merveille. Allons, partons, cocher. Kirsanov suivit le drochki à pied. Bazarov était resté en arrière. Je dois vous prier de prendre soin de mon frère, lui dit Kirsanov, tant qu'on ne nous aura pas amené un médecin de la ville. Bazarov s'inclina sans rien dire. 1 heure après, Paul était couché dans son lit, et des bandages faits de main de maître entouraient sa jambe. Toute la maison était en l'air. Fenitchka s'était trouvé mal. Kirsanov se tordait les mains en silence, et Paul riait, plaisantait, surtout avec Bazarov. Il avait mis une chemise de batiste, une élégante veste du matin et un fez. Il exigeait qu'on ne baissât point les stores, et se plaignait comiquement du régime auquel il se voyait condamné. Cependant, un peu de fièvre se déclara dans la soirée, et il fut pris d'un mal de tête. Un médecin arriva de la ville. Kirsanov n'avait pas eu égard à la recommandation de son frère, et Bazarov lui-même avait exigé qu'on fît appeler un confrère. Jusqu'au moment de son arrivée, il s'était tenu presque constamment dans sa chambre, la mine irritée, le teint jaune, se bornant à faire de courtes visites aux blessés. Il rencontra 2 ou 3 fois Fenitchka, qui s'éloigna de lui avec une sorte d'effroi. Le nouveau docteur prescrivit des boissons rafraîchissantes,
et confirma l'opinion de Bazarov sur le peu de gravité de la blessure. Kirsanov lui dit que son frère s'était blessé lui-même par imprudence, à quoi le docteur répondit « Mais ayant senti en ce moment un billet de 25 roubles glisser dans sa main, il ajouta « Vraiment, c'est un cas qui se présente assez souvent. » Personne ne se coucha ni ne ferma l'œil dans toute la maison. Kirsanov rentrait à chaque instant sur la pointe du pied dans la chambre de son frère et en ressortait de même. Le blessé s'assoupissait par moments, poussait de petits gémissements, disait à son frère « Couchez-vous » et demandait à boire. Kirsanov obligea une fois Fenitchka à lui présenter un verre de limonade. Paul la regarda fixement et avala le verre de limonade sans en laisser une goutte. La fièvre augmenta avec le jour, et le blessé délira un peu. Il prononça d'abord des paroles incohérentes, puis il ouvrit tout à coup les yeux, et, apercevant son frère qui se tenait penché sur lui auprès du lit, et le regardait d'un air inquiet, il lui dit « N'est-ce pas, Nicolas, que Fenitchka a quelque chose de Nelly ?»« De quelle Nelly me parles-tu, Paul ?»« Comment peux-tu me le demander? La princesse R, surtout dans le haut de la figure. C'est de la même famille. » Kirsanov ne répondit rien et s'étonna de la persistance des sentiments dans le cœur humain. « Voilà comme cela est quand cela remonte à la surface, se dit-il. « Ah, combien j'aime cette créature, si nulle !» s'écria Paul d'une voix dolente et en passant ses bras derrière sa tête. « Je ne souffrirai jamais qu'un insolent se permette de toucher, » murmura-t-il peu d'instants après. Kirsanov se borna à soupirer. Il ne soupçonnait guère à qui s'adressaient ces paroles. Le lendemain, Bazarov se rendit auprès de lui vers 8 heures. Il avait eu le temps d'emballer ses effets et de mettre en liberté toutes ses grenouilles, ses insectes et ses oiseaux. « Vous venez me faire vos adieux » lui dit Kirsanov en se levant. « Mon Dieu, oui. »« Je vous comprends, et vous justifie entièrement. Mon pauvre frère a sans doute eu tort, aussi est-il puni. Je tiens de lui-même qu'il vous avait mis dans l'impossibilité d'agir autrement que vous ne l'avez fait. Je crois qu'il vous eût été difficile d'éviter ce duel qui peut s'expliquer jusqu'à un certain point par l'antagonisme continuel de vos opinions réciproques. » Nicolas Petrovitch s'embarrassait dans ses paroles et respirait péniblement. « Mon frère est un homme irascible, obstiné, attaché aux anciennes idées. Je rends grâce à Dieu que tout se soit passé ainsi, sans autre conséquence. Du reste, j'ai pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher la chose de s'ébruiter. Je vous laisserai mon adresse, et dans le cas où l'on viendrait à faire une histoire de tout cela, vous pourrez toujours me retrouver, dit Bazarov avec nonchalance. J'espère que la précaution sera inutile, Eugène Vassilitch. Je regrette beaucoup que votre séjour dans la maison ait eu une pareille fin. Cela m'affecte d'autant plus qu'Arcade. Je le reverrai probablement, reprit Bazarov, à qui toute espèce d'explication ou de déclaration causait un sentiment d'impatience. S'il en était autrement, je vous prierai de le saluer de ma part et de lui exprimer tout le regret que j'éprouve. Et moi aussi, je vous demande, répondit Kirsanov en saluant, mais Bazarov n'attendit pas la fin de la phrase et sortit. Ayant appris que Bazarov allait partir, Paul exprima le désir de le voir et lui serra la main. Mais Bazarov se montra, suivant son ordinaire, froid comme glace. Il comprenait fort bien que Paul voulait faire de la grandeur d'âme. Il ne put prendre congé de Fenitchka. Il se borna à échanger un regard avec elle à la fenêtre. Elle lui parut triste. Elle ne saura peut-être pas s'en tirer, se dit-il. Pourquoi pas, après tout? Quant à Pierre, il s'attendrit à un tel point qu'il pleura contre l'épaule de Bazarov jusqu'au moment où celui-ci le calma en lui demandant si ses yeux n'étaient pas plantés dans un endroit humide. Et Douniacha fut obligé de courir dans le bois pour cacher son émotion. Celui qui causait toutes ces douleurs grimpa sur une téléga, alluma un cigare, et lorsque, à 4 verstes de là, au tournant du chemin, il découvrit pour la dernière fois la maison de Kirsanov et toutes ses dépendances, il cracha, en murmurant entre ses dents, « Maudit gentillâtre !» et s'enveloppa dans son manteau. L'état de Paul ne tarda point à s'améliorer, mais il garda encore le lit près d'1 semaine. Il supporta sa captivité, comme il le disait,
assez patiemment. Mais il donnait une grande partie de son temps à sa toilette et faisait continuellement brûler de l'eau de Cologne. Kirsanov lui lisait le journal et Fenitchka le servait comme d'habitude. Elle lui apportait du bouillon, de la limonade, des œufs à la coque, du thé. Mais un secret effroi s'emparait d'elle toutes les fois qu'elle entrait dans sa chambre. L'incartade inattendue de Paul Petrovitch avait épouvanté tous les habitants de la maison et surtout Fenitchka. Prokofitch était le seul qui en parla avec le plus grand sang-froid. Il disait que de son temps les maîtres se battaient souvent de cette manière, mais à la rigueur entre eux, et jamais avec des malotrus comme celui-là. On faisait fouetter ces gens-là à l'écurie lorsqu'ils étaient insolents. La conscience de Fenitchka ne lui reprochait presque rien, mais elle était très tourmentée quand il lui venait des soupçons sur la véritable cause de la querelle. De plus, Paul la regardait d'une façon si étrange que, même le dos tourné, elle sentait l'effet de ses yeux. Elle maigrit par suite de cette agitation constante, et comme toujours chez les femmes de cet âge, elle n'en devint que plus jolie. Une fois, c'était un matin, Paul, se sentant beaucoup mieux, quitta son lit pour s'étendre sur son divan. Kirsanov vint lui demander des nouvelles de sa santé et sortit pour voir battre le blé. Fenitchka apporta une tasse de thé et, l'ayant placée sur la table, elle se disposait à se retirer quand Paul la retint. « Pourquoi voulez-vous me quitter si vite, Fédosia Nikolaïevna » lui dit-il. « Est-ce que vous avez quelque chose à faire ?»« Non, oui, j'ai à verser le thé là-bas. Douniacha le fera en votre absence. Restez un peu avec un pauvre malade. D'ailleurs, j'ai à vous parler. » Fenitchka s'assit en silence sur le bord d'un fauteuil. « Écoutez, » reprit Paul en tirant sa moustache. « Il y a longtemps que je voulais vous demander pourquoi vous paraissez avoir peur de moi. »« Comment ? » ?»« Oui, vous ne me regardez jamais droit dans les yeux. Il semble que votre conscience ne soit pas tout à fait pure. » Fenitchka rougit, mais elle regarda Paul Petrovitch. Son air lui parut si étrange qu'elle en frémit secrètement au fond du cœur. « Votre conscience est-elle pure ?» lui demanda-t-il. « Pourquoi ne le serait-elle pas ?» dit-elle à voix basse. « Que sais-je ? Du reste, à l'égard de qui pourriez-vous être coupable ? Ce ne saurait être envers moi. Serait-ce à l'égard de quelque autre personne de la maison ? Cela me paraît également inadmissible. À l'égard de mon frère ? Non, car vous l'aimez. Oh oui, je l'aime. De tout votre cœur, de toutes vos forces. J'aime Nicolas Petrovitch de tout mon cœur. Vraiment ? Regardez-moi un peu, Fenitchka. C'était la première fois qu'il lui donnait ce nom. Vous savez que le mensonge est un grand péché. Je ne mens pas, Paul Petrovitch. Si je n'aimais pas Nicolas Petrovitch, je ne mériterais pas de vivre. Et vous ne le changeriez pour personne ? Pour qui pourrais-je donc le changer ? Pour qui ? Qui sait ? Tenez, par exemple, pour ce monsieur qui vient de nous quitter. Fenitchka se leva. Au nom du ciel, Paul Petrovitch, pourquoi me tourmentez-vous comme cela ? Que vous ai-je fait ? Comment peut-on dire des choses pareilles ? Fenitchka, reprit Paul Petrovitch avec tristesse, j'ai tout vu. Qu'avez-vous vu ? Là-bas, dans le bosquet. Fenitchka rougit subitement jusqu'aux cheveux. Est-ce ma faute ? dit-elle avec effort. Paul se souleva. Vous n'êtes pas coupable, non ? En aucune manière ? Je n'aime et n'aimerai jamais qu'un seul homme au monde. C'est Nicolas Petrovitch, répondit Fenitchka avec une énergie subite, tandis que des sanglots prêts à éclater gonflaient son cou. Et quant à ce que vous avez vu, je déclarerai au jour du jugement dernier que je n'ai pas à me le reprocher. Plutôt mourir tout de suite, s'il le faut, que d'être soupçonné d'une chose aussi affreuse que d'avoir manqué à mon bienfaiteur Nicolas Petrovitch. Sa voix s'éteignit, et elle sentit au même instant que Paul lui saisissait sa main et la pressait avec force. Elle le regarda et demeura pétrifiée. Il était encore plus pâle qu'auparavant. Ses yeux étincelaient. Et ce qu'il y avait de plus surprenant encore, une larme pesante et solitaire coulait lentement sur sa joue. « Fenitchka, lui dit-il d'une voix étranglée et sourde, aimez
Aimez mon frère. Il est si bon, si digne d'affection. Ne le changez pour personne au monde, et n'écoutez les conseils de personne. Rien n'est plus affreux, sachez-le bien, que d'aimer sans retour. Restez toujours fidèle à mon pauvre Nicolas. Les larmes de Fenitchka se séchèrent, et son effroi se dissipa, tant sa surprise était grande. Mais que dut-elle éprouver lorsque Paul lui prit la main et la pressa contre ses yeux, puis la reprit et l'approcha de sa bouche, sans la baiser, mais en poussant de temps en temps un soupir convulsif. « Grand Dieu, se dit-elle, il va peut-être avoir une attaque. » Elle ne se doutait pas que dans cet instant, tout le passé de Paul Petrovitch se retraçait douloureusement dans son cœur. Les marches de l'escalier crièrent sous les pas précipités. Il repoussa Fenitchka loin de lui et mit la tête sur un des coussins du divan. La porte s'ouvrit et laissa entrer Kirsanov, tout réjoui, le visage frais et animé. Mitya, non moins frais et enluminé que lui, sautillait en chemise dans ses bras et accrochait avec ses petits pieds nus les larges boutons du paletot de son père. Fenitchka se précipita vers Kirsanov et, l'étreignant avec force, ainsi que son fils, appuya sa tête contre son épaule. Kirsanov en parut surpris. Fenitchka, timide et réservée, ne lui faisait jamais la moindre caresse en présence de quelqu'un. « Qu'as-tu » lui demanda-t-il. Puis, ayant regardé son frère, il remit l'enfant à sa mère. « Tu ne te sens pas plus mal » ajouta-t-il en s'approchant de Paul. Celui-ci cacha sa figure dans un mouchoir de batiste. « Non, ce n'est rien. Au contraire, je me trouve beaucoup mieux. »« Tu as eu tort de quitter ton lit, » lui dit Kirsanov. « Où vas-tu » ajouta-t-il en s'adressant à Fenitchka, mais celle-ci avait déjà tiré la porte derrière elle. « J'étais venu te montrer mon petit luron. Il s'ennuyait de ne pas voir son oncle. »« Pourquoi l'a-t-elle emporté ?»« Mais qu'as-tu donc ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous ?»« Frère, » dit solennellement Paul Petrovitch. Kirsanov tressaillit. Il éprouvait un sentiment de peur dont il ne pouvait se rendre compte. « Frère, » répéta Paul, « promets-moi de remplir la demande que je vais te faire. »« Qu'est-ce que tu veux, Paul ? » ?»« C'est une chose fort importante. Tout le bonheur de ta vie en dépend. J'ai souvent réfléchi depuis quelque temps à ce que je me propose de te dire. Frère, remplis ton devoir, le devoir d'un homme d'honneur, mets fin à la situation irrégulière et d'un mauvais exemple dans laquelle tu te trouves placé, toi le meilleur des hommes. Que veux-tu dire, Paul ? Épouse Fenitchka, elle t'aime, elle est la mère de ton fils. Kirsanov recula d'un pas et se joignit les mains. C'est toi qui me donnes ce conseil, Paul ? Toi que je regardais comme le plus implacable adversaire de ces sortes de mariages ? Tu me donnes ce conseil ? Mais si je n'ai pas rempli jusqu'à présent ce que tu appelles avec raison le plus saint des devoirs, c'est uniquement par égard pour toi. Je regrette que ta considération pour moi t'ait retenu à ce point, répondit Paul avec un triste sourire. Je commence à croire que Bazarov avait raison de m'appeler aristocrate. Oui, mon cher frère, il faut cesser de poser, d'agir en vue du monde. Nous sommes déjà vieux, et la vie nous a rendus humbles. Mettons de côté tous ces vains tracas. Comme tu l'as fort bien dit, remplissons notre devoir. Et il est fort probable que nous aurons encore le bonheur par-dessus le marché. Kirsanov embrassa son frère avec effusion. « Tu m'as définitivement ouvert les yeux, » s'écria-t-il. « Je t'avais toujours considéré comme le meilleur et le plus intelligent des hommes. Je vois maintenant que tu es en outre aussi sage que généreux. »« Doucement, doucement, » répondit Paul Petrovitch. « Prends garde à la jambe de ton généreux frère, qui vient, à 45 ans passés, de se battre en duel comme un sous-lieutenant. Ainsi donc, la chose est décidée. Fenitchka sera ma belle-sœur. »« Mon cher Paul, mais que dira Arcade ? » ?»« Arcade ? Il en triomphera, je te le certifie. Le mariage n'est point, il est vrai, dans ses principes, mais cela flattera son amour de l'égalité. Au fait, que signifient toutes ces distinctions, ces castes, au XIXe siècle ? Ah, Paul, Paul, laisse-moi t'embrasser encore une fois. Ne crains rien, je prendrai garde à ta jambe.
Les deux frères s'embrassèrent. « Qu'en penses-tu? Ne faudrait-il pas lui annoncer la résolution tout de suite » demanda Paul Petrovitch. « Pourquoi se presser » répondit Kirsanov. « Est-ce que vous en avez parlé ?»« En parler, nous? Quelle idée !»« Tant mieux. Commence par te rétablir. L'affaire ne nous échappera pas. Il faut réfléchir mûrement. »« Tu y es pourtant bien décidé. »« Sans doute, et je te remercie sincèrement de m'y avoir amené. Je vais te laisser, il faut que tu te reposes. Les émotions te sont contraires. Mais nous reviendrons encore là-dessus. Tâche de dormir un peu, mon cher ami, et que Dieu te donne promptement la santé. » « Pourquoi me remercie-t-il comme il le fait ?» se demanda Paul lorsqu'il fut seul. Comme si l'affaire ne dépendait pas de lui. « Et moi, dès qu'il sera marié, j'irai me fixer quelque part, loin d'ici, à Dresde ou à Florence, et j'y vivrai jusqu'à ce que je crève. » Paul se mouilla le front avec de l'eau de Cologne et ferma les yeux. À la lueur du jour qui donnait en plein dans la chambre, sa belle tête amaigrie posée sur un oreiller blanc ressemblait à une figure de mort. C'était un mort, en effet.